beau le village. Ouais, c'est beau. Allez, c'est parti. On y va. Waouh, ça c'est Dôme. Dôme, c'est une bastide qui a été construite par les Français au XIIIe siècle, qui est parmi les plus belles bastides du sud de la France. Ce matin, Fanny Van Tornout survole les villages de Dordogne. Elle part à la recherche des plus beaux d'entre eux pour y accueillir des tournages de cinéma. Un travail que réalise son association depuis 2005. Les villages sont de plus en plus demandés parce que dans les goûts des spectateurs, on est de plus en plus sur des ambiances de village et aussi sur des choses plus typiques qui permettent d'installer une histoire et de se servir en fait du décor que représente le village comme une vraie source d'inspiration pour les histoires. Fanny a rejoint l'association Ciné Passion en 2012 pour rester vivre dans sa région natale. Moi, je suis périgourdine d'un petit coin caché dans le sud-ouest du Périgord. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire toutes mes études à la capitale, à Périgueux. J'ai eu de la chance de pouvoir rester sur ce territoire de cœur qui nous a vu grandir et de pouvoir aussi le valoriser et transmettre la passion que l'on a pour ce territoire. Aujourd'hui, Fanny a prévu de voler au-dessus des 4 grands terroirs du Périgord. Là, on est en Périgord noir. On a également le Périgord blanc, qui est plutôt le secteur de Périgueux, avec sa pierre calcaire. Et aussi, on a le Périgord pourpre, avec ses vignes, et un Périgord qu'on apprécie également pour ses décors naturels et ses villages très typiques, c'est le Périgord vert. On a une vraie richesse de paysages, de patrimoine, qui nous, en fait, on a simplement à mettre en valeur, à mettre en perspective. Là, on va arriver au village de Fanlac, qui, dans l'histoire du cinéma en Dordogne, est incontournable. C'est ici qu'a été tournée la fameuse série télévisée Jacou le Croquant à la fin des années 60. Il faut savoir que Fanlac, quand ils ont accueilli le tournage, n'avait pas l'électricité, n'avait pas l'eau courante, ça restait un village rural et que le tournage, pour qu'il se fasse, a fait amener l'électricité et l'eau courante ici. C'est-à-dire que vraiment, en fait, ils ont investi les lieux tant pour tourner les séquences, mais aussi pour le pendant, l'avant, l'après du tournage. L'avion approche de l'un des sites les plus emblématiques du territoire. La vallée de la Dordogne, avec ses châteaux médiévaux et ses villages perchés comme Castelnau-la-Chapelle. En face de nous, la vallée de la Dordogne a aussi servi pour créer des décors sur ordinateur, notamment en 2015, pour que ça devienne le village de la Vallée-la-Bête. Castelnau et Beynac, situés juste en face, sont 2 anciens frères ennemis. Au Moyen Âge, ces châteaux font l'objet de nombreuses rivalités.
De tout temps, il y a eu une opposition entre les Français et les Anglais. Et il est vrai que la rivière Dordogne a très souvent incarné cette frontière avec justement des châteaux, mais également des villages, des points hauts à revendiquer. Waouh, c'est magnifique. Fanny s'éloigne du Périgord noir et se dirige maintenant vers le sud-ouest du département. Là, tu vois devant, regarde, on voit Montpazier là, qui arrive, le village là. Montpazier a été fondé au XIIIe siècle par les Anglais. Avec son plan à angle droit, c'est l'un des plus beaux exemples de bastide en Périgord. On la voit bien, la place des Cornières, c'est chouette là. C'est quelque chose qui fascine toujours les productions quand on arrive, cette place qui est restée dans son jus. La place a gardé le nom architectural, à savoir les Cornières, parce que c'est une place où on peut accéder par les angles, donc les coins, les cornes. Il y a quelques rues très vastes et très larges qui permettent justement de faire passer les charrettes, etc. Donc c'est les carreras. Il y a également, et c'est tout le charme des Bastides, des carrés roux. Ce sont des ruelles beaucoup plus petites qui en fait permettaient le lien entre les différents axes de la Bastide. Le Périgord est une terre de tournage depuis près d'un siècle. Les paysages que l'on voit par exemple aujourd'hui, ça parle de soi. Le Périgord raconte une histoire, on est simplement les entremetteurs. Alors là, on va survoler ici Jacques. C'est une ancienne cité des évêques, parce qu'il y a le palais des évêques de Sarlat qui est encore visible, qui date du Moyen-Âge, mais avec un aménagement au XVIIe siècle. Là, on le voit, il a deux tours carrées. Ils avaient demandé au pape l'autorisation d'installer une résidence sur place. Et pendant de longues décennies, ça a été vraiment le cœur de la vie d'Issy-Jacques. Fanny laisse derrière elle les vignobles du sud de la Dordogne pour se diriger vers un autre Périgord, moins connu, mais tout aussi spectaculaire. On est rentré dans le Périgord vert avec une de ses plus belles représentations, à savoir Bourdeille. Il est très particulier parce qu'il a au sommet d'un piton rocheux deux châteaux, un donjon médiéval et un logis Renaissance, qui sont très très proches. Il y a une dizaine de mètres entre les deux entrées. Ils font partie de la même enceinte, mais ils dominent en fait tous les deux la vallée de la Dronne. Pour nous, en tant que décor de tournage, c'est un des rares exemples de château que l'on peut avoir avec un château 2 en 1, très, très scindé finalement. Super, super. Je mets beaucoup d'énergie à valoriser en fait ce patrimoine. C'est plus qu'un métier, même c'est une passion, puisqu'on a la chance d'avoir un territoire avec des châteaux, avec des villages aux architectures différentes. Et on aime beaucoup le faire découvrir d'une autre manière ce Périgord qu'on aime tant. Un peu plus tard dans la journée, Fanny poursuit son repérage dans le nord-est de la Dordogne. Là, on va se diriger vers le village d'Hautefort. Une des plus belles choses qu'on peut proposer en Périgord, c'est qu'on a des villages qui sont vivants, puisque ce sont des villages qui ne sont pas figés dans le temps. Ils sont beaux, certes, parce que les habitants y travaillent tous les jours, mais ils restent aussi dans l'air du temps. Quelle que soit la route que j'emprunte pour arriver au château ou au village, il y a toujours une nouvelle source d'émerveillement, une nouvelle lumière, et je redécouvre sans cesse en fait ce secteur quand j'y passe.
Hautefort est l'un des villages périgourdins les plus singuliers. Il accueille des tournages pour le cinéma depuis les années 60. Là, on a vraiment le paysage le plus beau de Hautefort avec une ligne droite. On voit le château posé sur son éperon. On a le village qui est lové tout autour. C'est un château en plus qui est assez surprenant parce qu'il ne correspond pas forcément à l'image qu'on se fait du Périgord plutôt médiéval. On a vraiment une demeure de plaisance digne des châteaux au nord de la Loire. C'est parmi les plus beaux paysages du département. Fanny arrive dans le village où les maisons semblent épouser les contours des remparts. On va avoir des montées, des descentes, des petites rues un peu biscornues qui vont justement nous rappeler cette implantation un petit peu médiévale du château et donner aussi un aspect très, très typique au village. Un peu plus loin, apparaît l'un des édifices qui fait la richesse architecturale de ce village. Là, on aperçoit l'autre caractéristique de Hautefort, à savoir son hôtel-dieu. C'est un hospice qui a été construit par le marquis Jacques-François de Hautefort. Il était très pieux. Il estimait que c'était son devoir de pourvoir aux besoins de sa population, notamment des plus démunis. Donc il a construit cet hôtel-dieu dans le même style que son château, un petit peu sur le modèle de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Au détour d'une ruelle, Fanny complète son catalogue de photos de Hautefort. C'est une rue qui peut servir tout à fait pour une arrivée de château. Cette autre maison, sur la place du village, a été le décor d'un film avec Meryl Streep dans les années 80. Au-dessus de nous, en fait, on va découvrir les coupoles d'une des tours du château de Hautefort, qui sont quand même assez uniques en Périgord. Au détour d'un mur comme ici, on va apercevoir une tour, on va apercevoir la façade nord, un bout des jardins. On va tout de suite prendre la mesure de ce château qui montre la puissance du marquis quand il a amélioré son château au XVIIe. Omniprésent, ce château est pourtant un rescapé. À la fin de l'été 1968, un incendie se déclenche. En une nuit, l'aile centrale brûle. Toiture, mobilier, tout disparaît. Dès le lendemain, les villageois viennent spontanément participer à la reconstruction du château. Aujourd'hui, il a retrouvé toute sa superbe. Fanny est accueillie par la directrice, Marie Maître-Pierre Blondonnet, dans l'impressionnante cour d'honneur. On a vraiment cette résidence qui s'ouvre en fait sur le paysage. On a cet immense pavillon bordé de 2 ailes, fermé de chaque côté par des tours, surmonté par des clochetons. Donc c'est vraiment une organisation symétrique avec des lignes très pures, un étage noble où on a effectivement ces fenêtres assez volumineuses qui s'ouvrent sur l'extérieur. Au rez-de-chaussée, l'architecture de la galerie basse s'inspire d'un style très prisé au XVIIe siècle. Alors ici, on est effectivement sur une reproduction de ce qu'on peut trouver à Paris, à savoir la galerie des Vosges. Donc là, c'est une galerie, une immense galerie, qui s'organise sur toute la longueur du pavillon central, en rez-de-chaussée. Et on a ces ouvertures qui ménagent un petit peu de lumière sur la cour, avec notamment ces arcs en 11 de panier. Donc là, c'est vraiment l'idée de reproduire ce que le marquis pouvait observer autour de lui, je dirais la mode à l'époque architecturale. Elle a très très peu de mobilier sur le côté, il y a beaucoup d'ouvertures. Elle est pavée avec édupisé et des dalles beaucoup plus grandes. Ça nous permet surtout d'envisager presque une petite rue, une ruelle. Cette arcade, elle peut donner vraiment beaucoup de vie. Toujours aussi majestueux cet escalier. L'escalier d'honneur mène à un espace ouvert à la visite depuis 3 ans.
c'est l'une des salles du château les plus insolites. Ah, les gens travaillent. Voilà, nous sommes dans le décor de cinéma, un joli studio, qui est la réplique de la chambre de Louis XIV à Versailles, qui a été aménagée dans le cadre d'un tournage, La mort de Louis XIV, en 2015. Le lit du roi, avec son bureau à proximité, et la balustrade qui le séparait du reste de la pièce. Le chef décorateur a souhaité, effectivement, avec le réalisateur, reproduire cette chambre pour raconter les derniers jours de la vie de Louis XIV, qui agonisait donc dans son lit. Dans ce film, le roi Soleil est incarné par Jean-Pierre Léaud. Aujourd'hui, c'est aussi pour découvrir ce décor que l'on vient au château. Les visiteurs choisissent un petit peu leur rôle. Donc, par exemple, ils peuvent s'amuser à jouer avec la caméra. Donc, on la met en fonction et voilà, on met des gens en scène et ils s'amusent à faire un film, une séquence. On a aussi, par exemple, ici la table de mixage où le chef opérateur travaille pour faire ses mises en lumière. Alors, on va jongler avec les intérieurs de jour, les intérieurs de nuit. Voilà, on crée des lumières, entre guillemets, artificielles. Pour Hautefort, de pouvoir alimenter, entretenir et conserver cette histoire collective, c'est forcément un plus parce qu'on visite le patrimoine autrement, on le met en scène autrement et forcément ça peut donner de nouvelles ouvertures pour accueillir de nouveaux publics et parfois ça peut être aussi des décors qui resservent pour de prochains tournages. Voilà. Tu montes, je le tiens. Je le tiens et tu l'accroches de ce côté. Allez. Ces artisans font partie d'une entreprise du village très impliquée ici depuis des décennies. L'histoire des ateliers est un petit peu liée à l'histoire du château et notamment à l'incendie de 1968, puisque suite à cette catastrophe, en fait, ces ateliers se sont énormément investis et ont participé en grande partie à la restauration du château. Ça a été la carte de visite puisque c'est un des chantiers qui a permis à l'entreprise d'acquérir des compétences, des qualifications et être reconnu par ses pairs pour travailler par la suite sur des chantiers aussi prestigieux qu'Hautefort. Donc là, on se dirige vers la salle des cheminées, qui est la salle d'apparat du château, la grande salle seigneuriale où le marquis recevait ses invités. Cette salle abrite les 2 chefs-d'œuvre de ces artisans d'art. Des cheminées monumentales en bois de noyer sculpté. C'est assez impressionnant. Ce sont des reproductions. Plusieurs artisans sont intervenus et ont effectué la réplique de ces œuvres monumentales. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire pour les artisans de l'époque qui ont véritablement dû imaginer aux bonnes proportions la copie de ces œuvres d'art. Elles ont été réalisées d'après une carte postale qui avait été récupérée. Et c'est une réalisation unique, puisque des cheminées comme celle-ci, je n'en connais pas ailleurs, aussi volumineuses dans les dimensions. Donc elles font partie du prestige du château. C'est voilà, l'image de marque de Hautefort. On passe par là. Le clocheton se mérite. Le clocheton se mérite, effectivement. Marie emmène Fanny vers un lieu secret du château. Attention de ne pas tomber, les marches sont étroites quand même. Il est habituellement fermé au public. Fais attention à la tête surtout. Et là, tu te rebaisses encore un peu. Alors là, on se situe sur l'aile est. On arrive sur un des chemins d'accès qui mène au clocheton de la tour de la chapelle. Et on aperçoit ici les ardoises de Travassac. C'est une carrière corrézienne qui alimente les toitures des grands édifices et notamment du Mont-Saint-Michel. Les 2 femmes vont monter au sommet de ce clocheton. Wow. Pour y arriver, elles traversent cette charpente du XVIIe siècle, épargnée par l'incendie. On va contourner la charpente. Là, on arrive au niveau de la voûte de la chapelle, donc sur l'extrado. Et c'est un petit peu... Un peu périlleux. Un peu périlleux, ouais. Ça y est, tu y es. Waouh. Viens un peu de ce côté-là, regarde. Oh, on est sur le... La lumière est avec nous en plus.
tout ce qu'on aperçoit ici, on a des terres qui sont en pâture, on a également des zones un petit peu plus boisées. Et on fait un tour à 360 degrés et on va quasiment sur l'horizon retrouver la propriété du château. Le château a gardé finalement tout son domaine. Donc ce sont près de 300 hectares aujourd'hui qui sont exploités, cultivés par des fermiers. On a une harmonie quand même assez réelle entre et le château et le village. Donc pour nous, c'est toujours très intéressant d'avoir cette complémentarité-là. Nous retrouverons Fanny dans quelques jours, lors d'un événement que son association organise dans un autre village du Périgord. Ah, je sens qu'on approche et que c'est bientôt le début des vacances. Sur la route entre Bergerac et Sarlat, Patrice Bourgex est de retour dans sa région natale. Comme chaque année à la même époque, ce professeur d'histoire vient passer l'été en Dordogne. Ça fait plaisir de retrouver des paysages qui ont marqué une grande partie de ma vie. C'est l'endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu pendant très longtemps, et puis depuis quelques années, je vis à l'étranger. Et donc là, je rentre de Finlande, où je vis à Helsinki avec ma petite famille. Et notre grand bonheur, c'est de retourner à la maison, puisqu'on a une maison à Cadouin. Et donc pendant 1 mois et demi, on profite de notre maison et de notre village. Après un long trajet, Patrice est presque arrivé. Il lui reste une vingtaine de kilomètres à parcourir le long de la rivière. Là, on est à 5 après de la Linde. Donc là, on a la Dordogne, le canal, la route, le chemin de fer. C'est un condensé des moyens de transport depuis plusieurs siècles. Au 19e siècle, ce canal qu'on aperçoit a été construit pour sécuriser justement le transport des marchandises sur la Dordogne, parce que dans cette partie-là, il y avait beaucoup de gabarres qui chaviraient à cause des passages un petit peu dangereux de la Dordogne ici. Et puis on a juste à côté la voie de chemin de fer qui a succédé au canal quelques années après sa mise en service à la fin du 19e siècle. De l'autre côté de la Dordogne, il y a les moulins de Couze, qui sont des moulins à papier du 15e siècle. Ces cheminées témoignent de la riche activité industrielle et commerciale du cours d'eau. La Dordogne, c'est la rivière Espérance, la rivière des Gabarres qui descendait depuis le Massif central jusqu'à Bordeaux, les marchandises de bois, de vin de Bergerac et de toute la région. Et puis après, c'est évidemment un symbole du département, cette vallée de la Dordogne. Patrice arrive à la Linde. C'est la première bastide fondée au Moyen-Âge par les Anglais en Périgord. Là, on va voir la halle qui a été reconstruite au 19e siècle, avec la place qui est la caractéristique des bastides, c'est la place centrale de la ville. Et depuis cette place, donc, les rues perpendiculaires et parallèles se développent. Et comme les Anglais et les Français se disputaient un peu la mainmise de ces régions, le Périgord, l'Agenais, voilà, dès qu'un roi construisait une bastide, le roi adverse construisait la sienne. Et donc là, on traverse la Dordogne à la Linde avec ce très beau paysage donc, sur la Dordogne et la forêt de la Bessède. Donc là, on voit les cygnes. Sur l'eau, c'est très, très beau. Patrice emprunte la dernière portion de route qui mène à son village de Cadouin. C'est un Périgord assez préservé, assez authentique. C'est des petits villages. On a la rivière, la forêt, les champs qui sont encore cultivés. On a vraiment des paysages qui ont peu évolué depuis le 19e siècle. Là, c'est la vallée du Bélingou, donc c'est un petit ruisseau de 8 ou 9 km. C'est dans cette vallée que l'abbaye de Cadouin a été fondée en 1115. Et ensuite, le village de Cadouin s'est développé autour de cette abbaye. Les derniers virages.
Voilà, on aperçoit le clocher de Cadouin, donc ça y est, on arrive. Avec ses pierres dorées typiques du sud de la Dordogne, le village de Cadouin est une perle du Périgord pourpre. Donc voilà, ça c'est la place de l'abbaye. C'est là qu'on se retrouve pour boire un coup à la terrasse des cafés. Et on a l'écrin de l'abbaye face à nous, donc c'est vrai que c'est un lieu privilégié à Cadouin. C'est la maison au volet rouge, là, juste ici, avec la belle vigne qui a bien poussé. Et le rosier aussi. En avance sur sa famille, Patrice arrive chez lui, dans cette petite rue sur les hauteurs de l'abbaye. On a des beaux volets, mais on les laisse toujours ouverts. Dernier effort. Allez! Voilà, on est à la maison, ça y est. Alors c'est une vieille maison, assez ancienne dans le village. Nous, quand on l'a achetée il y a 17 ou 18 ans, elle était abandonnée depuis très très longtemps. Il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de vieux meubles, donc on a dû tout casser. Sauf la charpente qui était très belle et qu'on a conservée. Puis notre coin canapé près de la cheminée pour profiter du feu l'hiver. Ça fait plaisir. Ouais, oui. Il fait soleil. À peine arrivé, Patrice accueille déjà des amis. Impeccable. Oh là là, des girolles et des cèpes frais. C'est pas beau Pour ça? les patates de demain. Pour fêter son retour, ils sont tous venus. L'auberge est ouverte. Au départ, c'était une auberge du village et donc il y avait un lieu, oui, d'accueil, d'hospitalité dans ces murs, c'est sûr, oui. Donc c'est un peu de l'histoire de la maison qui renaît, c'est sûr. On bouge la plancha, David? David Faugère est un ami de 20 ans. Ensemble, ils ont créé une association de valorisation du patrimoine. On s'est connus un été quand David est venu faire visiter le cloître de Cadouin, un boulot d'été où moi aussi je travaillais comme guide. Et puis il était géographe à Bordeaux et moi historien, donc on ne s'est plus quittés depuis. Bah, c'est sympa parce que c'est pendant 2 mois, on va tous se retrouver, les copains, les amis, et puis tous travailler, puisqu'on a la chance de travailler dans un beau village, on a la chance de travailler dans une activité de loisirs qui offre pas mal de plaisir aux autres, on organise pas mal de manifestations. Entrez, entrez! L'association de David et Patrice est devenue l'une des plus importantes de Dordogne. Elle emploie une vingtaine de personnes qui sont au rendez-vous ce soir. Ça nous manque quand même les amis, la famille, quand on est si loin, donc on compte les jours quand la date approche de la fin de l'année, qu'on sait qu'on va rentrer, on sait qu'on va retrouver tout le monde, donc là c'est des moments qu'on savoure. Allez, première fournée de brochettes de bœuf. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors dépêchez-vous. Ça paraît un peu comme Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Je vais voir. Parfait. Le lendemain, Patrice et David partent rejoindre leurs amis de l'association dans un des plus beaux châteaux de la région. Arrivés au nord de Périgueux, ils passent à proximité d'un site étonnant que David connaît bien. On va le voir apparaître là sur notre droite, voilà, juste là, regarde comme il est beau. C'est vraiment un château de la Loire. Il se trouve que mes parents ont été gardiens et responsables du site du château de Puy-Guilhem. Et donc à l'âge de 12 ans, on est venu habiter dans ce château. Et de là est née certainement cette passion du patrimoine, puisqu'on a eu la chance de pouvoir explorer de haut en bas ce château. Et il y avait un plan d'eau là dans ce vallée, et donc il devait se refléter sur l'eau. La légende raconte qu'un souterrain relie le château à un autre monument remarquable, à 1,5 km de là. À l'abbaye de Beauchose, elle est très belle parce qu'elle est au milieu de la forêt et elle a la particularité d'être une abbaye cistercienne comme celle de Cadouin.
Donc il n'y en a pas beaucoup en Dordogne. Et à la différence de Cadouin, elle a été détruite en très grande partie. Et donc aujourd'hui, c'est un site un petit peu romantique, au milieu de la forêt, avec des belles ruines bien préservées. C'est de cette passion commune pour le patrimoine qu'est née leur association. L'objectif, il est tout simple, c'est faire découvrir le patrimoine du Périgord, donc le patrimoine historique, mais aussi naturel, et le faire découvrir à tous les publics. Donc on gère des sites touristiques, un jardin, une filature, un moulin à papier, et depuis cette année, donc, le château de Lanquet. C'est la première fois qu'on va gérer l'exploitation d'un château. Et en Périgord, c'est vrai que les châteaux, ça a une importance particulière. Donc on est très fiers de gérer le château de Lanquet. Il y a un peu d'excitation de tout le monde, de préparer la première grande saison de l'été. Donc on va essayer de tout mettre en ordre pour que tout soit prêt pour l'arrivée des touristes au mois de juillet et au mois d'août. Voilà, on entre dans le bourg de Lanquet, des vieilles maisons en pierre. Et sur la gauche, là, on va voir la petite église romane avec son joli portail. Et puis à côté, la halle du 19e siècle en pierre, où se déroulent les marchés. Voilà, on a le château qui sort de la forêt, là, et qui domine l'étang. C'est très joli. C'est un très très beau château médiéval à l'origine qui a été transformé, agrandi à la Renaissance et qui surtout a été occupé jusqu'à aujourd'hui par différentes familles qui se sont succédées dans le château. Donc c'est un site emblématique du Bergeracois. Ce château est appelé le Louvre inachevé du Périgord. À l'origine de ce surnom, plusieurs décors visibles sur la façade. Cette partie Renaissance est inspirée par l'architecture du Louvre, qui a été reconstruit également après la période médiévale au XVIe siècle. On parle de deuxième Renaissance française, avec ce style d'architecture un petit peu inspiré de l'Italie. Et donc le seigneur de Lanquet veut montrer que, comme le roi de France, il est un seigneur moderne et à la pointe de la nouveauté dans l'architecture. Le Louvre inachevé du Périgord, c'est le surnom du château de Lanquet, avec là une aile Renaissance qui a été entamée mais qui n'a jamais été achevée. La façade comporte également les stigmates des guerres de religion qui ont marqué le territoire au XVIe siècle. On voit des trous dans les murs. Ce sont les impacts des boulets de canon qui ont été tirés en 1577, quand Henri de la Tour, le seigneur protestant, venait attaquer le château de son cousin, qui lui était catholique. Et donc il y a plus d'une centaine de boulets de canon qui ont été tirés sur les murs du château. Allez, on y va. Hop. Faut pas laisser traîner dans l'herbe. À quelques jours de l'ouverture au public, c'est l'équipe de l'association au grand complet qui s'est mobilisée pour embellir le château. Attention à la marche. On prend l'escalier de la fin du XVe siècle, qui se termine en voûte en palmier, comme on en retrouve tant dans les châteaux du Périgord, et notamment à Cadouin, à l'abbaye. C'est la même époque, fin 15e. Gothique, flamboyant. Attention. On va dans le salon de musique, là, en traversant le salon bleu. Alex va monter, mais tu vas prendre... Cette tenture de la fin du XIXe siècle vient tout juste d'être retrouvée. Elle va être réinstallée dans ce salon de musique. Allez, je passe bien le travail pour toi. Ouais. Mais vous faites passer, il faut que ça passe derrière moi là. On a l'air pas mal. Il y a un peu de retour. Hein. Essaye de prendre peut-être 1 centimètre. Non, mais ça va être bon là. Hein. C'est bon? Ah, ça fait plaisir. C'est l'esprit de l'assaut, tout le monde participe, tout le monde met la main à la pâte. Et puis, comme ça, on se sent vraiment investi dans le projet. Il n'y a plus que les embrasses à mettre et c'est bon. C'est de l'énergie, c'est de la passion. Ce sont des collègues, des amis, et puis on est toujours dans des endroits improbables. Moi, je dis souvent, quand on fatigue un peu, ça arrive, ça râle, comme dans toute équipe. Je leur dis, mais attendez, on a de la chance, regardez où on est. C'est pas permis à tout le monde, quand même. Tu montes encore. Guidé par Simon, un autre membre de l'association, Patrice monte au 2e étage pour découvrir un des chefs-d'œuvre du château. Là, on va poser ce lutrin
dans l'appartement de monsieur. Voilà. Ah oui. Alors, t'as vu la cheminée un peu? Ah, elle est magnifique. Ici, il souhaite donner les clés aux visiteurs pour comprendre les décors de cette cheminée Renaissance. Mais alors, ce qui est intéressant, comme on est au 16e, dans cette partie, on est 70 ans après la découverte de l'Amérique. Et il y a déjà une connaissance des propriétaires des fruits et légumes nouveaux. Donc là, par exemple, là-haut, tu vois, t'as des haricots. Ah bon? Ça vient vraiment du Mexique, d'Amérique centrale. Et puis, on en retrouve ici, notamment dans cette petite corne d'abondance avec du maïs, de la citrouille aussi, qui vient d'Amérique du Nord. Et puis après, il y a d'autres fruits exotiques qui viennent plutôt d'Afrique, comme les bananes également. L'objectif, c'est que le maximum de gens viennent découvrir le château. Donc on s'adresse aux spécialistes d'architecture qui va venir découvrir ces magnifiques cheminées. Et puis aussi au grand public qui est curieux d'histoire et qui a envie de découvrir l'histoire des familles qui ont habité ce château. Comme à chaque fois, la journée se termine autour d'un bon repas. Le lendemain, Patrice et David se rendent dans le nord du département, où une belle surprise les attend. Depuis quelques années, leur association est sollicitée pour apporter des conseils à d'autres sites remarquables de la région. On va à Quinsac rencontrer les propriétaires du château de Vaugoubert. Un jeune couple qui a acheté le château, donc on va les rencontrer pour voir un petit peu ce qu'ils veulent faire de leur château. On fait souvent comme ça des petites escapades à droite à gauche pour aller découvrir un lieu qu'on n'a pas encore eu le temps d'aller explorer. C'est une ressource inépuisable, le Périgord, donc quel que soit l'endroit, il y a toujours des choses à découvrir. Sur la route, ils vont traverser un très beau village du Périgord. On arrive au village de Saint-Jean-de-Colle, là, juste sur notre gauche. Il y a un très joli bourg ancien construit autour du prieuré médiéval et du château de la Martonie. Et donc c'est un tout petit village, mais qui a une architecture très harmonieuse et très belle. Ouais, là on est dans le bourg historique de Saint-Jean-de-Colle. Et il est très fleuri, regarde ces roses trémières, les basalmines, les rosiers, il y a toute une collection de rosiers. Alors là, on voit bien le chevet de l'église romane de Saint-Jean-de-Colle. Donc lui, le château, c'est fin 15e. Il y a une base médiévale, comme dans tous les châteaux, et puis effectivement, on remaniait fin 15e, 16e, même 17e, on voit certaines fenêtres. Quelques kilomètres plus loin, Patrice et David arrivent à proximité du château de Vaugoubert. Alors, on a passé la Dronne et le château est par là. Ça va être sur la gauche. Dans la forêt, Vaugoubert. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah, c'est un beau château. Hein. Quand on est en Périgord et qu'on est propriétaire d'un château, développer l'accueil au château, la visite, l'hébergement, c'est quelque chose d'assez naturel. Après, il faut justement conseiller les gens pour ne pas faire d'erreurs, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un château et d'ouvrir des chambres d'hôtes pour que ça soit une opération réussie. Alors, la belle allée boisée qui mène au château. Ah oui. Ah mais c'est immense comme château. C'est plutôt surprenant de trouver ce style de façade. Et effectivement, on s'attend plutôt à trouver des châteaux du Moyen-Âge, châteaux de la Renaissance. Et ici, c'est vrai que quand on arrive, on est impressionné par la taille de la façade et par l'unité architecturale du bâtiment 19e. C'est assez rare en Périgord. Hein. Ce sont justement les deux grandes façades de Vaugoubert qui font son originalité. En passant côté terrasse, on change d'époque et on découvre un impressionnant château du XVIIIe siècle. Donc voilà la fameuse terrasse. Ah oui. Ah oui, belle terrasse. Sur le côté est du château, avec la façade. Une curiosité architecturale qui a séduit Richard Desroulèdes,
quand il a découvert Vaugoubert il y a 3 ans. Ouest, au 19e. Il y a un certain nombre d'éléments assez remarquables. Ce grand balcon, d'abord, qui dessert la plus belle chambre du château. Les armes de la famille de Connac, qui était la famille qui a agrandi tout le château au XIXe siècle. Quelle est la devise? Ni or, ni argent, mais l'honneur. Ah ah. Ensuite, on voit toute la vallée qui est en dessous. C'est la vallée de la Dronne. Hein. Voilà, la vallée de la Dronne. Donc on voit la rivière qui serpente au milieu de cette plaine. Le propriétaire guide les 2 amis vers l'autre curiosité du château, aménagée dans cette ancienne tour défensive. Ah oui, la chapelle 19e. Voilà la chapelle. Dans toute sa splendeur. Qui a été consacrée par l'évêque de Périgueux en 1860. Et les stalles sont d'origine aussi. Les stalles sont d'origine, oui. Mais c'est du sur-mesure. Hein. L'originalité, c'est le contexte militaire de la tour. Et puis, dès qu'on rentre à l'intérieur, là, c'est le domaine religieux, spirituel, qui contraste avec les fortifications extérieures. Laissé à l'abandon depuis un siècle, Vaugoubert est en pleine restauration. Aujourd'hui, le propriétaire commence à remplacer les 75 fenêtres du château. C'est bon? 1, 2, 3. C'est Benoît qui est compagnon du Tour de France, qui s'est installé dans l'atelier de menuiserie du château, qui a travaillé sur cette très belle restauration. Descends, ma jolie. Là. Alors, cette poignée était sur les anciennes fenêtres. Je suis très content parce que ça fonctionne bien. Et surtout, le travail d'adaptation a été ingénieux. Le propriétaire est fasciné par le savoir-faire de ses compagnons. 1, 2, 3. L'idée serait de valoriser leur travail auprès du public. Donc je pense qu'il peut être intéressant ici, c'est justement de rendre le public acteur de la découverte du château, au contact des compagnons, au contact des artisans qui vont partager leur savoir et faire toucher du doigt au public un château qui est en train de renaître. C'est toujours impressionnant de voir des projets aussi importants, aussi ambitieux qui prennent vie. Des jeunes qui reprennent comme ça un château qui était complètement à l'abandon et qui ont un projet pour peut-être une vie entière pour le développer. Donc oui, on est assez admiratif. Patrice et David se rendent à présent dans un jardin remarquable de Dordogne, où tout a commencé pour l'association. C'est le premier site qui leur a été confié il y a près de 20 ans. On avait tout approuvé, on était des petits jeunes à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'expérience, on avait beaucoup d'enthousiasme et puis une certaine idée de la valorisation du patrimoine. Et ensuite, quand on a été capable de faire ce qui a été fait à Limeuil, ça a donné encore plus de confiance à l'équipe et puis à ceux qui nous ont confié d'autres projets ailleurs. En chemin, ils traversent un paysage singulier, le cingle de Trémola, un des méandres de la Dordogne. Plus loin, les voilà à destination. On arrive en face du village de Limeuil. Là, on va franchir le premier pont, celui de la Dordogne. Là, on a la vue sur le village là, qui domine le confluent de la Dordogne et de la Vézère. On voit les belles maisons de Limeuil. Et puis tout en haut, donc, le parc panoramique avec les anciennes murailles du château fort. Magnifique. Pour accéder au jardin panoramique, au sommet de Limeuil, les 2 amis vont remonter tout le village. Alors là, on entre dans l'ancien castrum de Limeuil, donc le village fortifié de Limeuil qui commençait donc au pied du village. Et cette rue, la rue du Port, aujourd'hui mène à l'entrée du château. Et donc là, c'était une des portes de l'enceinte fortifiée du village.
ça se mérite, les jardins de Limeuil. Hein. On n'est pas encore au bout. Hein. Les maisons sont extrêmement tassées parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, du coup, pour gagner la place, c'est soit en hauteur, soit par-dessus les rues. Et là, on voit un exemple de maison pontée qui passe par-dessus la rue, donc une façon de gagner une pièce en termes de surface. Ce pontet marque également la séparation symbolique entre le bas du village et son sommet. Oui, ça y est, on est enfin arrivé en haut du village. Et donc, c'est l'entrée des jardins panoramiques de Limeuil avec les anciennes fortifications du château. Ici, l'association a relevé un défi. Transformer ce domaine, alors abandonné depuis une cinquantaine d'années, en un parc paysager ouvert à la visite. Le jardin a retrouvé son architecture, imaginée au XIXe siècle, par un médecin explorateur du village. Devant nous, on trouve un des plus vieux sujets de ce parc à l'anglaise. C'est un séquoia. Un séquoia géant qui finalement est un bébé parmi les séquoias, puisqu'on connaît les plus célèbres en Amérique, où on peut carrément passer en bus à l'intérieur. Alors celui-ci a pris l'orage, a pris la tempête, donc il n'est pas obligatoirement en très bonne santé, mais on essaye de le préserver parce que c'est vraiment le témoin de la création de ce parc au 19e. Après, ce qui est sympathique, c'est de venir toucher l'écorce de cet arbre qui est très épaisse et très fibreuse pour résister aux incendies. Les gens aiment beaucoup le toucher parce qu'effectivement, il est très doux. C'est assez étonnant comme sensation et comme écorce. Dans ce jardin, le travail de l'association au fil du temps ne s'est pas limité à une restauration. David et Patrice ont aussi voulu enrichir la visite des promeneurs. Au fil du temps, avec sa vocation toujours de pédagogue, à réinjecter des jardins thématiques sur les oiseaux, sur les insectes, sur les paysages. Voilà, donc du coup, ça permet à la fois une balade sensorielle et à la fois une balade pédagogique. Les gens, en général, aiment bien prendre le temps de marcher lentement, de regarder les différentes espèces d'arbres, de plantes, de fleurs. Donc c'est un endroit très paisible où on prend le temps. Au sortir de l'allée, le bouquet final s'offre aux visiteurs. Là, c'est la plus belle vue du parc. C'est le panorama sur le confluent de la Dordogne et de la Vézère. Donc on voit au fond la forêt de la Bessède sur le plateau qui domine la vallée de la Dordogne. Et puis de ce côté, on voit la vallée de la Vézère, la vallée des grottes de la préhistoire, qui rejoint la vallée de la Dordogne, des châteaux forts du Moyen-Âge. Là, c'est l'heure parfaite. La rivière est paisible, le soleil est un peu plus bas, donc il fait un peu moins chaud. Et puis on a de très belles lumières jusqu'à l'horizon. Retour à Cadouin. Au centre du village, l'abbaye est un trésor de l'architecture cistercienne, avec son cloître gothique flamboyant. Aujourd'hui encore, c'est le cœur de la vie culturelle du village. Ce soir, l'association Ciné-Passion prend ses quartiers sur le parvis pour un événement spécial. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un coup de main? Je suis arrivée pile à l'heure, je crois. Nous retrouvons Fanny. Avec ses collègues, elle organise une projection de cinéma gratuite, comme chaque été à Cadouin. Moi petit. Regarde, derrière R2D2 qui arrive. Mais 2h30 avant la manifestation, elle vient de changer de plan. La séance de cinéma devait être en plein air, mais à cause de l'alerte orage, on l'installe à l'intérieur dans l'église. On ne prend pas de risque parce que c'est pas du tout l'intérêt, tant pour les personnes qui viennent que pour nous, organisateurs ou prestataires. L'intérêt, c'est la belle fête. La solution trouvée est exceptionnelle.
La séance va avoir lieu dans l'abbatiale. Parce que là, ça va être sportif, à mon avis. Mais au moment de déployer l'écran de 4 mètres de haut, un nouveau problème se pose. On va monter l'écran dehors, en fait, parce qu'ici, on n'a pas assez de place. Les sièges sont scellés. On est dans un endroit sacré. Donc, on va essayer de trouver un petit peu plus de place, parce que le cadre est vachement grand et qu'ici, on n'a pas d'endroit où on peut le tirer. Voilà, on va l'épousseter un peu, là. Cela fait 20 ans que l'association propose ce type de projection dans les villages de Dordogne. Hop. Donc tu mets bien les 3 pressions sur les angles. Attends. C'est bon ou pas? On est tous animés de la même passion, de la vie dans les villages, d'amener le cinéma dans des lieux parfois qui s'y prêtent, mais parfois auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc, quand on participe à des événements comme ce soir, c'est juste magique. Tu fais attention à toi, il y a une petite marche, un tout petit peu plus bas. Bravo ça! Super, super. À ta gauche. Ouais. En une demi-heure, l'écran est finalement monté et installé dans le cœur de l'église. Fais attention au cierge. Hein? Top, top. C'est le projecteur numérique. Ça nous permet de répondre à certains territoires voilà, qui sont un petit peu en demande de culture, en demande de cinéma. Et du coup, de pouvoir venir seul dans un petit village pour installer, c'est une force. La vocation de Fanny est née grâce à des projections comme celle de ce soir. C'est bon, c'est attaché. Je trouve que le clin d'œil est très beau au final, parce que c'est grâce à Cinépassion, quand j'étais plus jeune, que j'ai pu avoir un autre accès au cinéma, autre que les films en famille le dimanche. J'allie toutes mes passions dans mon métier, je crois que c'est assez rare et j'ai vraiment une chance de pouvoir tout allier, le cinéma, le patrimoine. C'est toujours de belles aventures, de belles rencontres. Bon, on n'est pas dehors, exceptionnellement, on est dedans. Dès la tombée de la nuit, Il y a des orages prévus en fin de soirée, c'est pour ça. les premiers spectateurs arrivent. C'est dans l'abbatiale, c'est pas mal non plus, hein. C'est pas mal, ça va changer. Un cinéma dans une abbaye, c'est rare qu'on voit ça, hein. C'est bien de faire vivre le patrimoine du pays. Patrice, David et leurs amis arrivent à leur tour en famille. Ce soir, c'est un film d'animation qui est projeté. C'est important parce que c'est une façon pour les gens d'ici ou pour les touristes d'aller au cinéma, mais d'une façon un petit peu différente. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le patrimoine de notre village. Donc quand c'est devant la façade de l'église, on a un magnifique écran. Et puis quand on est dans l'église, c'est original. Et ça commence. Le projecteur est lancé. Le pari est vraiment relevé ce soir. C'est pas évident parce qu'on n'est pas en plein air, donc on est sur du repli, mais le pari est quand même relevé, gagné. Et je pense qu'on va avoir une belle séance, des éclats de rire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Ça va être une très très belle séance pour nous. C'est magnifique. Hein. Le lendemain, Fanny effectue un nouveau repérage. Cette fois, c'est sur l'eau, en pleine nature. Elle vient explorer l'Auvézère, l'une des rivières les plus sauvages du Périgord. D'accord? D'accord. Donc là, il faut que tu fasses ton chemin. On va contourner sur le caillou. Et là, un petit coup de paille à droite. À droite. Alors là, on est bloqué. C'est pas grave. Bouge pas. Là, en marche arrière. C'est pas mal aussi en marche arrière. Je vais récupérer ma pagaie là-bas. Le kayak est une grande première pour Fanny. Voilà. Il y a du courant quand même, hein. J'ai pas l'impression d'être en Dordogne. J'ai pas l'impression de reconnaître mon Périgord. Je l'ai toujours vu sur la rive. Et là, d'être dessus, c'est magique de le découvrir comme ça. Elle est accompagnée par l'un des spécialistes des gorges de l'Auvézère.
Jean-François Aublanc est moniteur de canoë. Il travaille ici depuis 30 ans. Là, on se trouve sur l'eau Vézère, hein, et la partie difficile de l'eau Vézère. On est entre le passage des Serformes et le Saut-Ruban. On est sur les socles anciens du Massif central. C'est du schiste à la roche, c'est une roche très dure, imperméable. C'est pour ça que la rivière a beaucoup de mal à creuser son lit à l'intérieur et que ça demeure comme ça. Et là, on se trouve vraiment au pied donc, de la falaise du Saut-Ruban, qui fait 25 mètres de haut. Voilà, et qui domine en fait le Saut-Ruban et le passage suivant. Pour faire de l'eau vive, c'est sympa. On peut se faufiler entre les cailloux, il faut bien choisir son passage et c'est super. Un peu plus loin, ils doivent débarquer, car aujourd'hui la rivière est trop basse pour franchir en toute sécurité le passage le plus connu des gorges, le Saut-Ruban. Une cascade réputée dans le monde du kayak, où des sportifs de haut niveau viennent s'entraîner. Fanny va donc s'attaquer au rapide suivant. Hop, hop, hop. Ah, encore à gauche. Ouais, encore, ouais, c'est bon là, ouais, allez. Hop, on y va, ouais. Et on pagaie, ouais, c'est bon. Oups là! Ah, j'ai réussi! Allez. Après ses premières sensations, la jeune femme est conquise par ce site spectaculaire. On ne se contente plus de la petite rivière ou du canoë tout simple. On veut des choses un peu plus accidentées, où les décors, en fait, ils servent vraiment de respiration à l'intrigue. Et comme on a de plus en plus de policiers, de plus en plus de choses où on explore l'âme humaine, avec ce genre de décor, ça fonctionne parce que ça crée un environnement qui est absolument pas commun. Et en Périgord, d'avoir ça, c'est unique. Fanny et Jean-François terminent leur descente dans un secteur un peu plus calme, en aval de la rivière. On est plus proche de la nature parce que c'est assez sauvage. On est toujours surpris par les paysages parce que les routes sont un petit peu loin de tout ça. Et les gens n'ont pas du tout l'habitude de voir le paysage autour d'eux de par la rivière. L'eau Vézère, elle a cet avantage, peut-être qu'elle est moins connue. Du fait qu'elle est moins connue, il y a moins de fréquentation, donc il y a moins d'aménagement. Et elle a une atmosphère qui est particulière, ce qui permet d'avoir une multitude de décors à proposer. Et après, on laisse le paysage faire le reste. Jean-François, merci pour ta connaissance sur le secteur, parce que là, c'est une mine d'or que j'ai à exploiter maintenant. Bravo, parce que c'est loin d'être évident. Sur l'eau Vézère haute, voilà, en kayak, histoire de dire, c'est quand même une performance. À l'ouest du département, s'étend un océan de verdure qui relie la Dordogne à la Charente voisine. Ce massif de 50 000 hectares abrite une abbaye fondée par les moines trappistes. Ils ont replanté cette forêt de la Double au XIXe siècle. Depuis 10 ans, c'est le territoire d'une bergère pas comme les autres et de son troupeau de 600 brebis. Viens ici, Ellie. Viens ici. Voilà, elles vont s'étaler autour de l'étang, là. Ça va être bien. Viens ici. À chaque endroit où je vais, il y a au moins un étang où je peux abreuver les bêtes. Ça, c'est vraiment impeccable, c'est génial. Là, ça va être un peu du remue-ménage. Ellie, tu viens. Elles avaient bien soif, hein. Elles ont tout le temps soif en ce moment. C'est trop chaud. Dans le pays, Thérèse Koller est surnommée la bergère sans terre. Originaire de Suisse, elle a introduit ici un concept inédit. Élever un troupeau sans posséder ses propres pâturages.
Bon allez, ça vous plaît plus ici, hein? Au départ, c'était magique de découvrir tous ces endroits, de découvrir cette forêt, découvrir ce domaine. Et il y a des gens qui ont été super enthousiastes. Entre eux, ils ont dit « Oh là là, Thérèse veut faire ça, il lui faut du terrain, mais t'as pas un bout là, tu fais rien, tiens, propose-lui ça. » Alors au début, je faisais des zigzags dans toute la double. Les gens me disaient « Tu peux aller là, tac, j'y allais. Tu peux aller là, tac, j'y allais. » Et petit à petit, il y a un circuit qui s'est instauré et ce circuit, je l'ai toujours. On ne peut pas faire ça si on a toujours l'impression de ne pas être bienvenu, parce qu'on n'est pas chez soi, jamais. Ça peut vraiment que marcher quand on est bien dans le pays, avec les gens, avec tout le monde. Allez, derrière, derrière. Régulièrement, Thérèse fait transhumer ses brebis dans la forêt vers de nouveaux pâturages. Maintenant, on arrive dans un autre style de forêt. Tout à l'heure, on était dans les pins. Et là, on est dans les feuillus. Tout le monde s'arrête et elle mange le lierre, les feuilles. C'est de la bonne nourriture pour elle, la forêt. En échange de l'accès à ces terres, les brebis entretiennent gratuitement le sous-bois. Viens, viens, laisse-les aller. Elles passent, elles mangent, elles passent, elles piétinent, elles font des chemins. Donc voilà, tout ça, ça garde le milieu ouvert, un peu comme les animaux sauvages, mais en plus grande quantité. Si on laisse tout comme ça, on ne peut plus y aller. Il y a un mur de ronces et peut-être quelques sangliers dessous, mais c'est tout. Maintenant, ça fait 10 ans que je tourne. J'ai toujours assez d'herbe. Ça fonctionne. Alors, pourquoi chercher autre chose? Moi, je crois que je serais une piètre éleveuse de bergerie. Mais je suis une bonne bergère, alors il faut faire ce qu'on fait bien. Devant, devant, devant. Allez. Ils sont partis dans un pré qui n'est pas chez nous et qu'on n'a pas la permission d'y aller. Devant, devant, devant. Voilà, bien. Allez, 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 allez. C'est pas ici qu'on venait, même si c'est super ici. Thérèse se dirige vers Saint-Aulay. Allez, 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 allez. C'est l'unique bastide du nord de la Dordogne. Pour la première fois, elle va guider son troupeau à travers le village. Bonjour. Un événement qui rassemble de nombreux habitants. Ce qui leur fait plaisir, c'est que j'arrive avec mes bêtes et que ça anime le village. Les gens ont besoin de cette proximité des animaux et on l'a de moins en moins. Allez, 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 allez. Calme. Bousculez pas. Ce qui est compliqué, c'est que c'est pas leur milieu naturel et quand on est dans la nature, il n'y a rien. Si elles partent un peu sur la gauche, eh bien, on les ramène vers la droite. Que ici, c'est très précis. Il faut tourner là, s'enfiler là. Il y a des gens, il y a des chiens. Tout ça, ça perturbe un peu les brebis, mais finalement, elles peuvent s'habituer. Elles s'habituent à tout, les brebis. Au pied de l'église, le troupeau s'arrête spontanément sur un espace vert du village. C'est un super endroit pour faire entretenir par des brebis. On peut s'imaginer, au printemps, quand l'herbe commence à pousser, je pourrais prêter un lot comme ça à la mairie. Et du coup, on peut faire tout le tour du village et elles peuvent entretenir comme ça. C'est tout à fait faisable. Ici, c'est le chemin des lavandières. Annabelle Galli est une enfant de ce village. Avec Jean-Guillaume, elle est revenue s'installer à Saint-Aulay il y a 5 ans. C'est le chemin qu'empruntaient les femmes qui allaient laver leur linge au lavoir jusqu'à peu près au milieu des années 50. J'ai grandi dans le village, j'y ai passé toute ma jeunesse en fait. Je suis partie après pour les études et c'est vraiment un plaisir pour moi et pour nous maintenant d'avoir pu y revenir. C'est un choix de vie.
Nous, c'était la campagne qui nous attirait. Et là, c'est vrai que quand on arrive dans ce coin-là de Saint-Aulay, on est toujours au centre du village, toujours dans le cœur du village. Et pourtant, on est dans un coin de verdure, de paisible, de relaxation. C'est vraiment un coin super agréable. Là, on a un point de vue qui est très sympa derrière les arbres. Vraiment, on voit toute la vallée de la Charente. Cette maison qui est là juste au coin, à l'angle, c'est une des plus anciennes maisons de Saint-Aulay, qui a été construite dès que les habitants sont remontés proche du château, au-dessus de la Dronne. Et c'est une maison qui a appartenu à mon arrière-arrière-grand-mère. Elle doit dater à peu près du XVIe siècle. Annabelle est enseignante et Jean-Guillaume est expert en bâtiment. En plus de leurs activités, ils se sont lancés dans la restauration de cette propriété. Et donc là, nous voici chez nous, au domaine de la Valade. Lorsqu'il rachète ce lieu il y a 3 ans, il est à l'abandon. Depuis, il redonne vie à cet ancien domaine de chasse, construit pour le seigneur de Saint-Aulay dès 1610. Il y avait uniquement au départ le Châtelet, la partie centrale, qui elle date du début du XVIIe siècle. Et ensuite, après, autour, il y a la maison de maître qui est venue en deuxième, qui elle date plus du XVIIIe siècle. Et petit à petit, ils ont fait une enclave, un U comme ça, autour du Châtelet, pour faire cette cour intérieure au fur et à mesure des années. Ce pavillon d'entrée est aussi au cœur de leur projet pour le domaine. On fera une chambre d'hôte au-dessus du Châtelet, dans l'optique d'y faire des mariages, puisque si on avait pu se marier ici, on aurait adoré. Faire une chambre d'hôte, c'est quelque chose qui serait faisable d'ici quelques mois, quelques années, je sais pas. En attendant, la priorité, c'est l'arrivée dans quelques heures des premiers hôtes du gîte qu'ils viennent tout juste de terminer. On peut en mettre une sur le côté là. Ouais. Ils l'ont aménagé dans les dépendances du domaine. On a fait le plus gros, le plus laborieux et maintenant c'est agréable. On est vraiment dans les finitions et ouais, on est satisfait. Et bonjour. Bonjour. Chanaise. Annabelle, enchantée. Finalement. Enchanté, Jean-Guillaume, bonjour. 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 Voilà, on est là. Très heureux de vous rencontrer. Merci. C'est beau, hein? Allez-y, entrez. Chanaise et Maïté arrivent d'Andalousie. On va vous montrer les chambres. Première chambre ici, un peu colorée. Ah, c'est spacieuse, hein? C'est ma première expérience dans un gîte. Allez, on va changer un peu des hôtels et puis voilà, c'est avoir un chez-soi, c'est parfait, hein? Ça nous a demandé beaucoup de travail, un petit peu mettre entre parenthèses tout le reste autour. Et puis bah, voilà, maintenant on est quand même fiers et contents de ce qu'on a réussi à faire. On est ravis que ça plaise en tout cas. En plus, tout à fait. Je vous entendais parler, mais franchement, vos efforts, on les voit bien et c'est très très bien. C'est gentil, merci. Donc voilà pour le gîte, et puis on va vous présenter l'extérieur du domaine. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'était en fait avant? Alors ça, c'est un très joli toit qu'on a découvert qui était caché derrière les bambous quand on est arrivé. Carrément caché? Ah oui. Le site a été abandonné pendant les bambous 6-7 ans. étaient plus haut que le toit. C'est vrai que petit à petit, plus on avançait, plus on découvrait des choses qui nous faisaient un peu pétiller les yeux et qui nous donnaient envie d'aller plus loin. Je comprends. En contrebas, ils ont aussi restauré cette parcelle. Voilà le potager. Le potager bio du domaine, c'est le petit plus de leur gîte. Vous voulez venir les cueillir avec moi? Ah oui, pas de souci. Hein? Venez, n'hésitez pas. Vámonos a... Maïté. Sí, recoger tomates. Ah, claro. Si. Les noires de Crimée sont derrière et celles qui sont devant, ce sont des tomates ananas qui ne sont pas encore mûres. Parfait, parfait. Et ça también está. Oui, vas-y. Hein, Vas-y. Maïté, n'hésitez pas. Hein. Le but de ce potager, c'est bien sûr d'une part pour nous, mais aussi pour le faire partager à tous les autres qui viennent sur le site, leur donner les fruits et les légumes qui ont poussé directement au domaine de la Valade avec tout l'amour qu'on aura pu leur donner. Je vais tourner un peu, oui. Ouais, comme ça, j'abîme pas la plante. Voilà, c'est ce que j'ai. Parfait, moi aussi c'est bien. Elle est très jolie. Elle est magnifique. Allez, vas-y. Allez, ouais. Moi, j'ai grandi comme ça, avec mon grand-père au potager, qui faisait eux-mêmes leurs tomates, les asperges et tout ce qu'il faut au jardin. Et c'est une valeur qui est très importante pour moi, oui. Donc, on l'a fait partager. Voilà, là, il y a des courges encore qui arrivent aussi, des belles courges. Bientôt,
le couple agrémentera le domaine de cultures traditionnelles du Périgord. Voilà. Et puis les grosses jaunes. Quelques jours plus tard, des habitants sont réunis pour vendanger la parcelle municipale qui fait la fierté du village. Ce petit vignoble est une renaissance. Il y a 20 ans, des passionnés ont décidé de replanter ces vignes. Elles avaient disparu de ces terres qui font pourtant partie d'une appellation célèbre, le cognac. Voilà. Une dernière consigne, s'il vous plaît. Vous avez un ciseau? Vous ne le mettez pas dans la vendange. Bon, c'est bon? Tout se passe bien? Vous arrivez à... Fabien Rouzeau est le viticulteur en charge de cette parcelle. C'est parfait. Il fait partie de cette aventure depuis ses débuts, il y a 20 ans. J'ai eu la possibilité de participer à la plantation. C'est une certaine fierté parce que je suis là depuis le départ, hein, j'ai planté, bon certes j'étais étudiant, et puis après quand c'est mes parents qui ont fait les premières années, et moi quand je me suis installé, j'ai repris le flambeau, continué à cultiver la vigne pour arriver à faire le cognac de Saint-Aulay. Et pour produire ce cognac de village, Fabien a planté un cépage particulier, du colombard. On cherche l'acidité parce que ça va participer après au bouquet de l'eau de vie et du cognac qui en sortira. On peut prendre une baie et la goûter. Première chose qu'on sent, c'est déjà cette acidité. Une fois que l'acidité est partie, on sent le sucre, on sent les arômes. Si on laisse un peu en bouche, donc on travaille un peu avec la peau, on sent vraiment bien. Le colombard, à mon avis, a un bon potentiel à développer sur notre terroir à nous. Le plus difficile, c'est d'arriver à trouver le bout de la grappe. Pour aider Fabien, Annabelle est venue vendanger bénévolement. C'est évident, il ne faut pas hésiter à sortir des feuilles pour y voir un peu plus facilement. C'est rare qu'un village de Dordogne puisse produire du cognac. C'est réservé en général pour la Charente. Et là, on a pu traverser la frontière, on est juste à côté de la Charente. Mais avoir une parcelle comme ça en Dordogne qui puisse produire du cognac, c'est pas commun. Si vous voulez vider. Ah oui, je veux bien. Allez-y. Jean-Guillaume aussi arpente les rangs de vignes depuis la première heure. Okay. Merci. De rien. Il y en a d'autres. Au début, on a l'impression d'être le poste privilégié qui bosse un peu moins. Puis en fin de compte, plus ça avance et plus on se rend compte de la tâche. Je reviens au prochain tour, là. Je suis plein. On a l'impression d'avoir participé à ce cognac. Le jour où on le goûtera, on sera content d'avoir mis un peu notre pierre à l'édifice. Ok. Allez, encore une haute, je pense, et puis après le tombereau, il est plein. Les habitants de la commune vont être les premiers en Dordogne à créer un cognac de village. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu la naissance de ce produit d'exception, dans les sous-sols du château de Saint-Aulay. Pour l'occasion, les viticulteurs qui pilotent le projet accueillent Patrick Léger. Attention la tête. Il est maître de chai dans une grande maison de cognac. Ça sent bon, ça sent bon. Ah oui. Oui. Dans cette cave sont conservées les barriques du cognac issus de la vigne municipale. Allez, on va commencer par celui-ci. Oui, le maître de chai prélève d'abord un échantillon vieilli en barrique de chêne. C'est le plus ancien millésime. Il date de 2015. On approche de l'étape finale au niveau de ce cognac. Donc on va déguster différents fûts de façon à définir l'assemblage qui sera le produit final provenant de Saint-Aulay. L'objectif, c'est de préserver un terroir qui était en train de disparaître petit à petit, de l'ère d'appellation. Pour compléter son assemblage, Patrick Léger se sert du cognac vieilli dans cette autre barrique. Elle a contenu un célèbre vin liquoreux du Périgord et va donner tout son caractère à leur création. Donc ça, c'est un fût qui a vieilli donc du Mont-Bazillac. Il a été utilisé pour plusieurs vieillissements, 3-4 millésimes. Et donc, il est bien riche en caractère, on va dire, Mont-Bazillac.
Et au travers du vieillissement cognac, ça va permettre d'extraire, on va dire, un maximum de typicité. C'est une méthode qui était utilisée autrefois, puisque ici, dans cette région, on utilisait beaucoup de fûts à vin. Voilà. Tout le monde est prêt? Ah oui, parce qu'on l'attend. Oui. Là, c'est la naissance d'un nouveau produit. Hein, Le moment du verdict est arrivé. On retrouve des notes de vanille et miel. Là, on a quelque chose qui est très agréable. C'est un grand moment parce qu'on est en train de créer le cognac de Saint-Olé. Alors la couleur est déjà bien dorée, mais... Alors on a une jaune d'or, paille, c'est paille, très joli, ouais. Très joli. Ça fait plaisir de voir que l'entêtement qu'on a eu au début, tout un ensemble d'équipes, pour arriver aujourd'hui à ce produit final, ouais, il y a une certaine émotion à avoir, quoi. Bon, messieurs, je vous propose de trinquer quand même. Je pense qu'on peut trinquer, oui, parce que c'est une belle aventure. Vas-y, chef. Non loin du château, un autre projet mobilise les habitants. Attends, écarte. Attention là. Depuis quelques semaines, ils fabriquent une halle traditionnelle. Là, je peux en face, il faut décaler sûrement le long. Je tiens plus. Non, c'est bon. On pense qu'il est normal et nécessaire de participer à un projet pour l'évolution du village dans lequel on habite. Et puis, c'est jouer le jeu, en fin de compte. Eux jouent le jeu en étant dynamiques et en permettant à ce village de prospérer. Et puis, nous, on joue le jeu en venant participer au projet collaboratif du village. Allez, monte encore. Allez, voilà. On la lève? C'est Thibault Lataste qui encadre les bénévoles. Il est compagnon charpentier et habite lui aussi le village. On la sort juste. On mate la chèvre, c'est l'ancêtre de la grue en fait. Il faut qu'on la mette debout, on appelle ça mater, pour qu'elle nous serve de point d'appui pour après lever la ferme qui est taillée, quoi. Vas-y. C'est médiéval, c'est une méthode de construction qui est la même depuis très longtemps, quoi. Et c'est important pour le village puisque la halle avait été démolie au 19e siècle. Et avec cette halle, le village va retrouver toute son intégrité. Et avec le four à pain en dessous, je pense que les gens vont venir et ça va créer un petit engouement et un lieu de rencontre supplémentaire. Vous pouvez avec un pied de biche vous caler dessous pour qu'il monte. Faut la sortir. On la tire pas. On la sort. Après 2 heures de travail, la structure est presque achevée. Bientôt, les habitants pourront profiter de ce nouvel espace pour se retrouver. Au bout de quelques semaines, la halle est enfin terminée. Pour l'inauguration, le four à pain est mis en route par le boulanger d'un village voisin. Ça a été fait par des bénévoles, mais comme ça. Ah oui. Oui. Le résultat est superbe. Chacun va essayer de trouver des occasions pour faire des choses avec le four à pain et réunir du monde. C'est un côté chaleureux, c'est convivial. Réalisation super. Dans un village, le fait d'être en petit nombre, on a tendance à se connaître davantage et donc ça engendre une certaine mécanique. Et puis à Saint-Olé, ça marche vraiment bien, cette mécanique. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de choses qui avancent et qui créent une dynamique qui nous plaît énormément. Merci, c'est bien. Bah écoutez, on passe une bonne soirée. Voilà notre réussite à tous. Loin des circuits touristiques, se trouve un village étonnant. Saint-Pierre-de-Frugy a fait sa révolution verte il y a 10 ans, en devenant l'une des premières communes bio de France. Aujourd'hui, c'est l'Eldorado de nombreux citadins. Dans leurs valises, l'espoir d'une vie plus saine et les projets qu'ils comptent réaliser ici.
aller manger. Dans le jardin. Pas notre jardin. Hein. Parmi les derniers arrivés, la famille Ducatotasi. Regarde, c'est beau quand t'es ici. Ouais, c'est beau. C'est beau le village. Ouais, c'est beau. Ils sont franco-belges. Et il y a 3 semaines, ils vivaient encore dans une ville à 60 km de Bruxelles. Alors on va à la fête des nouveaux arrivants, des nouveaux habitants à Saint-Pierre-de-Frugy. On arrive dans l'inconnu, donc c'est sympa de pouvoir rencontrer d'autres personnes, effectivement, qui sont dans le même cas que nous, parce que s'ils sont nouveaux arrivants, ben, ils vivent certainement les mêmes choses que nous, a priori. Regarde. Oh, regarde ici les groseilles. Ah, il y en a des murs. Ouais, rouge, ouais. Voilà. Mais les autres, non. Hein. Allez, viens, Gaston. Ah, mais il y a du monde, hein. Bonjour. Bonjour. Yann. Enchantée, je suis Delphine. Les restaurateurs. Ah ouais, mais voilà. j'ai vu qu'il y avait des chaises et tout là. Ouais, tout est arrivé hier, donc on peut tout rentrer là. Ça y est, on finalise là pour pouvoir ouvrir, oui. Ouais, on est originaire du Nord. Delphine et Yann sont très attendus, car ils reprennent le restaurant communal. On a envie qu'ils rouvrent et qu'on puisse y retourner bien volontiers. Surtout avec les produits régionaux, tous bio. On sait qu'il y aura une bonne cuisine qui sera faite, donc il n'y a pas de... C'est super. Bah, on a une trentaine de couverts en salle, la terrasse, mais voilà. Ce projet est une reconversion professionnelle. Delphine est ostéopathe, Yann est conseiller en environnement. On n'est qu'à 2. C'est vrai que c'est un changement de vie par rapport à nos métiers en Belgique, mais on s'est dit, voilà, on peut le faire, on va pas tenir un restaurant, pas une usine, quoi. Donc ça devrait aller avec les producteurs locaux. On veut se faire plaisir avec des bons produits, et, des choses simples, mais des bons produits, voilà. On va se lancer lundi, là, on verra. Voilà. Le couple a aussi choisi ce village pour retrouver un art de vivre ensemble. On avait envie de se poser, d'être dans une région où c'est plus vert, où il y a une densité de population moindre. On voulait quitter un peu cette vie de fou, là, où tout va très vite, où on n'a pas le temps de penser, où on ne voit pas nos enfants grandir. C'était vraiment important pour nous aussi. Vous travaillez chez vous? Oui, d'accord. Télétravail, Ça, salarié. c'est super, ça. Ça, c'est chouette. Ce jour-là, une 50aine d'autres nouveaux arrivants sont également présents. On était à Toulouse avant. On est arrivé fin août. On est locataire pour l'instant et on va faire construire une maison dans le bourg. Il n'y a pas de clôture entre les maisons. Les gens se choisissent, donc on a tous des intérêts communs, des facilités de communication. Donc ça fait vraiment du lien humain qui est très fort. C'est bon? Oui, elle est bonne la pizza. On est venu incognito, Incognito, ouais. une première fois, voir l'énergie du village, voir les environs. On a fait un aller-retour en une journée. On a fait un aller-retour, oui. On est parti à 4h du matin, on est arrivé à midi. On a senti le village pendant 5-6 heures, là, on a bougé un peu partout. On s'est promené. Et puis voilà, on s'y est senti tout de suite bien, avec une très bonne énergie. Et là, on s'est dit, c'est bon. C'est bon, on y va. On fonce. C'est parti. Il n'y a plus qu'à cuisiner. 2 jours plus tard, le grand moment est enfin arrivé. Yann rejoint le restaurant pour dresser la terrasse avant l'arrivée des premiers clients. Voilà, on espère que ça plaira aux habitants du village, parce qu'on y a mis tout notre cœur. Et puis on a envie que ce soit un vrai endroit de rencontre, d'échange, et donc que ce soit plaisant pour tout le monde. Je la mettrai peut-être là, celle-là. Sur leur carte, tous les plats répondent à leur critère principal. On veut vraiment travailler avec les producteurs locaux, c'est vraiment très important pour nous de valoriser leurs produits. Et donc voilà, on fera des suggestions en fonction des saisons et de ce qu'ils nous proposent. Pas mal ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Il y a aussi la bière de Frugy. En fait, Philou, notre boulanger, fait aussi de la bière. Et donc elle sera également à la carte. Là, c'est vraiment purement local, hein. C'est vraiment la bière de Saint-Pierre-de-Frugy. Il n'y a plus qu'à attendre les clients. Il n'y a plus qu'à attendre. Bonjour. On est les premiers. Les premiers. Pour ce premier service, 11 personnes ont réservé. Le petit menu du jour, du grand jour. Voilà, et si vous voulez, il y a la carte avec les suggestions. Un peu de stress, hein, quand même.
Merci. Un grand merci. Hein. On va tenter. Alors, vous allez tenter quoi? 4 quiches sans lardon, 4 chèvres chauds en plat, avec des frites et de la mayo pour 4 personnes. Le service a démarré. Yann est derrière les fourneaux. C'est des émincés de poulet de chez Viviana. Donc Viviana, c'est une productrice qui est vraiment dans le village d'à côté. Donc on les fait revenir simplement dans du beurre avec un peu d'herbe. Cuisine familiale avec des bons produits. Ça a une belle tête, ça sent bon en tout cas. Je suis pas cuisinier de formation. J'ai toujours adoré faire la cuisine. J'ai une maman qui était un vrai cordon bleu. Et donc ça m'a toujours passionné depuis que j'étais tout petit. Donc voilà, hormis les petits couacs ici, les petits stress, on se dit qu'en rythme de croisière, ça devrait aller beaucoup mieux, quoi. Premier service, première assiette, là. C'est beau. Parti. Ah, tu mets les sauces à part? Ouais. C'est pas grave pour cela. Ouais, t'as raison. Moi, je les mets dessus en plat du jour. Vas-y. Ok. Sauce. Après les derniers ajustements, Voilà. Delphine sert ses premiers clients. Une table d'anglais venue spécialement. Là, s'il vous plaît. Nos amis habitent de ce côté-ci et nous, on vit par là. On venait déjà souvent au restaurant d'avant, alors on est très heureux. On est très content que le restaurant ouvre. Vraiment très content. À la table voisine, des partenaires du restaurant. Moi, je suis la maraîchère qui fournit les légumes au restaurant. On a bien reconnu la petite... Le radis et la courgette. Voilà. Le radis et la courgette. C'est son ouverture, c'était le minimum. Et le bio, c'est de l'économie circulaire aussi. Donc, il faut que ça tourne dans tous les sens. Bah, jette un petit coup d'œil. Hein. Je crois pas que je le ferai encore dans quelques semaines, mais ici, aujourd'hui, c'est le premier jour. Je regarde si ça plaît, si ça parle, si ça se passe bien, simplement. La viande vient de Ladignac-le-Long, le village d'à côté, Monsieur Tallet. Je pense que c'est important de leur insuffler une bonne dynamique, ça donne envie aux gens de venir parce que nous, on les trouve fort sympathiques et nous sommes très heureux qu'ils soient là. Ben, c'est beaucoup de plaisir, moi j'adore. Le contact, puis le voir qui se régale aussi, ça me plaît bien. Puis on veut que ce soit gourmand, donc on ne va pas hésiter sur les quantités. Comment tu sais que je suis gourmande? Et jusqu'au dessert, les produits sont choisis avec soin. Voilà, je pense ça, c'est pour toi. Merci. Les glaçons bio, enfin le caramel, c'est nous qui le faisons. Donc voilà, crème fraîche maison, crumble maison, enfin voilà. Tout du maison. Le premier service touche à sa fin. Ah ben, on est très contents, on est super heureux et puis bon, ça a l'air de leur avoir plu, donc on est encore plus contents. Il y a des gens qui ont vraiment voulu venir pour l'ouverture et donc ça fait très plaisir. Delphine. L'accueil des premiers clients est très chaleureux. Merci beaucoup. Pour autant, la reprise du restaurant reste un sacré pari. Tout le monde nous dit si vous faites bien les choses, il n'y a pas de raison que vous vous plantiez, mais ça c'est le seul risque. On gagne beaucoup moins d'argent, c'est pas un souci du tout. Mais qu'on se plante et que ce soit pas du tout rentable, là c'est effectivement un souci. Il n'y a rien à faire, on est quand même dans une réalité. La réalité économique, elle est là, donc voilà. Un peu plus tard, Yann part pour une tournée à la rencontre de ses producteurs locaux. C'est Jean-Pierre qui tourne sa pelouse. En quelques semaines, il a pris ses marques dans sa nouvelle terre d'attache. On est dans un environnement beaucoup plus vert, beaucoup plus naturel. C'est ce qu'on souhaitait vraiment, d'être plus proche de la terre. Quand c'est lumineux, quand il y a du soleil, c'est vraiment très très beau. Hein. Donc c'est assez agréable à vivre en fait. On a la chance d'avoir un tissu de producteurs locaux assez important. Notre zone de chalandise, elle est 10 à 15 km autour de Saint-Pierre-de-Frugy. Et on va voir Fred et Mathilde, donc qui sont des éleveurs de brebis et de vaches. Ah, ils sont en pleine nature. Hein. C'est assez agréable d'aller chez eux, au calme, sans bruit. Hey, devant. C'est bien, mon chien.
Yann rejoint Mathilde Bost-Ferret. On va traire les brebis. On va les rentrer. Hey, devant. Avec son compagnon, elle a choisi d'installer sa ferme ici en 2016. Devant, devant, devant. En fait, je suis née ici. Mes parents étaient agriculteurs. Ils faisaient principalement du fromage de chèvre. Et puis, quand on a décidé de s'installer agriculteur, on s'est rendu compte que le Périgord vert, c'était un bon compromis niveau climat. Disons qu'il fait ni trop chaud, ni trop froid. La nature est riche. Pour l'élevage, ça se prêtait bien. Stop, stop, couche, 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 couche. C'est le rôle du chien, ça c'est génial quoi. Pour Yann, il est indispensable de venir voir comment travaillent ses producteurs. Allez, fille. On se rend compte que c'est pas du pipeau quoi. Le fromage il vient pas de nulle part. Et on se rend compte de la réalité du terrain, du savoir-faire aussi des producteurs. Donc c'est une belle preuve, c'est une belle authenticité en fait de venir ici. On se sent à l'aise de proposer ces produits au restaurant parce qu'on sait la façon dont ils travaillent. Donc voilà, on n'a pas de souci avec ça, c'est chouette. C'est intéressant d'avoir un restaurateur qui a fait 10 km pour venir chez nous et de retrouver notre fromage là-bas. Ça a un sens. Il y a une logique écologique qui est vraiment là, de produire ici et de vendre ici. Et du coup, pareil pour ceux qui achètent. D'acheter vraiment localement, il y a une logique écologique que nous, on recherche à tout prix. Allez, Doudou. Viens, ma fille, viens. Mathilde et Frédéric passent dans la bergerie pour traire leurs brebis. Dans quelques jours, elles ne donneront plus de lait. Donc là, elles sont pleines. On a mis le bélier au 15 août. Elles portent 5 mois, donc au 15 janvier, elles agnellent. Ordinairement, on traite matin et soir. Et on va se mettre à traire uniquement le matin, puis un jour sur 2, puis un jour sur 3, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait. Et ensuite, on garde nos agneaux. Alors effectivement, pendant 6 semaines, ils boivent du lait. C'est une perte. Mais s'ils n'étaient pas nés, ces agneaux, on n'en aurait pas du lait. Donc du coup, on les garde 6 semaines. Et après, on les sépare des mères et ils partent dans un champ où là, ils finissent leur croissance tranquillement. Allez, viens là, ma fille. C'était important pour nous d'être cohérents là-dessus. Pour avoir du lait et pour faire du fromage, il faut faire des naissances. Ça sent bon. Ouais. Dis-moi ce que tu as en ce moment. En ce moment, on a de la tome de vache. Tiens, donc ça a 2 mois d'affinage, tome de vache. Ok. C'est puissant en fait. C'est très puissant, mais c'est super bon. Moi, j'aime vraiment bien. Ouais. Un fromage qui a du caractère. Comme quoi, en 2 mois, tu sais déjà faire un fromage dingue, carrément. Ici, ça finit vite. Ouais, ça finit vite. Hein. Ça, c'est plus jeune. C'est plus jeune, ça se voit tout de suite. Hein. Ouais, tout à fait. Avec Mathilde et Frédéric, Yann étoffe le réseau qu'il constitue depuis son arrivée en Périgord. Il est puissant déjà. C'est un peu un maillage qui est en train de se créer. En tout cas, nous, on le voit comme ça avec tous les producteurs. C'est essayer d'avoir ce tissu. Alors, tout le monde ne se connaît pas forcément. Mais au fur et à mesure, on voit qu'il y a des petits fils qui sont en train de se créer, comme dans du tissu. Et ça, c'est hyper valorisant et c'est même touchant pour nous aussi. Et tu m'as dit... Je vais prendre une demi de jeune. Ok. Et alors un quart de... D'affiné. Ouais, d'affiné, okay. ouais, voilà. On ne travaillera pas autrement. Genre, je préfère me planter que de vendre mon âme et de me dire je vais aller acheter tous mes fromages au supermarché ou à métro. Je préfère alors me planter et faire autre chose. 12 €. Je te le note. Ouais, tu me le notes. C'est une vie totalement différente. Effectivement, c'est un changement radical pour nous. Moi, j'avais une activité économique salariée, donc il y avait un train-train quotidien qui était bien réglé, bien régulé. Là, c'est pas ça, en fait. On a plus de latitude, je dirais. On a l'impression d'être plus libéré, en fait. On se sent plus libre, ouais. Alors là, on va chez Viviana et Fabrice, qui sont producteurs de volailles, aussi en bio. C'est la première fois que je vais aller dans leur exploitation. Ça va être une nouveauté pour moi, c'est chouette. Viviana Tartret est arrivée de Bretagne en 2016 pour élever ses poulets ici. Quand on ouvre le matin, c'est un des meilleurs moments de la journée. C'est de les voir prendre la liberté en fait, sur la journée. Et nous, on ouvre
tous les jours ou plutôt le matin, et on les ferme au maximum tard le soir pour qu'ils puissent profiter de l'herbage et puis d'être bien. Cette race-là, ça s'appelle les Kounus jaunes. Et en fait, c'est une race qui est en fait assez rustique, résistante, elle développe peu de maladies. Kounus parce qu'ils n'ont pas de plumes au niveau du cou. Viviana achète des poussins tout juste nés pour avoir une traçabilité complète. On broie les céréales nous-mêmes et on calcule une ration pour qu'ils aient un bon équilibre alimentaire. Tout à fait. Pour pas qu'ils grossissent trop vite, mais qu'ils grossissent quand même un petit peu, quoi. Donc ils ne sont pas poussés, donc le poulet sur 3 mois et demi, 4 mois, il a le temps de se développer normalement. Naturellement. Quoi. Voilà. Ok. Les poulets, ils ont une meilleure chair, ils ont plus de goût. Finalement, c'est logique, quoi. Tout le monde est gagnant, en fait. Le restaurateur, le producteur, le consommateur. Le consommateur, il mange correctement pour un prix, moi, j'estime correct. Et on peut rémunérer justement le producteur. Et puis nous, j'espère, on sera rémunéré justement aussi. Voilà. Donc, Périgourdine d'adoption, mais bretonne de cœur, Viviana a eu une idée. Adapter une recette traditionnelle de son pays. Là, j'ai fait de la saucisse avec de la viande de poulet et un peu de porc dedans, sel et poivre. Et en Bretagne, on a l'habitude de manger des galets de saucisse. Les gens, ils me disent « Ah, mais c'est du galetou, en fait, quoi. » Ah, c'est marrant. Eux, ils ont l'habitude de manger ça froid, en fait, un accompagnement comme le pain. Il y a eu la culture de sarrasin ici. Ils n'ont pas le même nom, en fait, quoi. C'est beaucoup les anciens, en fait, ils appellent ça le tortou ou le galetou. Yann est curieux de goûter ce mélange des saveurs pour le proposer dans son restaurant. Donc normalement, on mange comme ça. C'est super complémentaire. On sent d'abord la galette de sarrasin, je trouve, et après il y a la saucisse qui prend le dessus. C'est super bon. C'est subtil. Ouais. L'idée, c'est qu'on aime bien faire des soirées thématiques au restaurant pour les périodes un peu plus creuses. Donc voilà, avec Delphine, on s'est dit que faire sur des pays ou des régions, ça peut être sympa parce qu'il y a souvent des spécialités culinaires. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire une soirée spéciale Bretagne avec des galettes et avec vos produits avec du cidre, avec ce que vous faites. Donc ça peut vraiment être intéressant. Ouais. Et c'est pratique parce que quand tu fais des soirées concerts, en fait, les gens ils peuvent manger debout avec un petit bout de sopalin et hop. C'est avec des frites belges, c'est parfait. Retour à Saint-Pierre-de-Frugy. Yann et Delphine ont également choisi ce village pour son école Montessori. Elle est installée juste en face du restaurant, dans cette maison avec un grand jardin. Bonjour Léon, bonjour Achille. Bonjour Gaston. Leurs 3 enfants, Achille, Léon et Gaston, font partie des 9 nouveaux élèves de cette rentrée scolaire. Voilà, ça va comme ça. Ah, c'était extrêmement important, oui. C'est une pédagogie alternative où on permet la créativité des enfants, où il n'y a pas de compétition, où on est proche de la nature. Donc, ouais. À nouveau, c'était un paramètre essentiel. D'ailleurs, il s'en va tout de suite, là, donc c'est parti. Tu peux installer ton blouson, Carmen? Céline Rodriguez a créé cette école en 2015. Aujourd'hui, elle accueille 25 élèves. C'est un des pôles majeurs, oui, d'attraction du village. Ils viennent s'installer pour l'école, entre autres, mais beaucoup pour l'école, puisqu'on voit venir des habitants jeunes, avec des familles jeunes. Donc, effectivement, c'est un des critères pour venir habiter ici. Chaque année, on a de nouvelles demandes, toujours plus, donc c'est plutôt une affaire qui marche. Je prends Jade de Mode et Achille après. Vous allez me faire un petit rappel des règles de vie, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu nécessaire ce matin. Les règles de Céline a enseigné dans le public pendant 2 ans, avant de se former à cette pédagogie alternative. Quand on a besoin d'un adulte, on met la main sur l'épaule d'un adulte, s'il est occupé. Bon, on a le droit de faire des erreurs. On a le droit de faire des erreurs. Alors, ce sont les règles de l'école qu'ils ont faites eux-mêmes, ils ont trouvé. Ce qu'on a voulu faire avec eux, c'est que ce soit que des phrases positives. Donc, elles sont affichées par là, les règles. Et c'est je marche, je chuchote, plutôt que je n'ai pas le droit de, je ne peux pas, je ne fais pas.
Et toi, tu avais besoin de lire avec moi. Tu vas chercher ton livre de lecture, s'il te plaît? Mais j'ai pas fait ça. C'est en 2014 que Céline veut ouvrir sa propre école, quelque part dans le sud de la France. Maud, tu peux me lire le nom? À l'époque, elle ne connaît pas encore ce petit village de Dordogne. 8307. J'ai fait la démarche de chercher un local en fait dans les communes aux alentours et quand je suis arrivée à Saint-Pierre-de-Frugy, j'ai eu un accueil très ouvert, très favorable et Monsieur Chabot, le maire du village, avait même un projet d'école alternative puisque son école publique avait fermé quelques années auparavant. Donc pour lui, c'était très important d'avoir une école dans le village. Donc là, je suis arrivée à point nommé. Achille, tu pourras lire la phrase du jour? Nous osons poser des questions. Nous osons poser des questions. La matinée touche déjà à sa fin. C'est le moment où les enfants vont venir préparer l'instant cantine. Et du coup, la classe change de fonction, on devient cantine. Tao et Maud, vous mettez la table avec moi? Désormais, les élèves n'ont plus besoin d'apporter leur déjeuner à l'école. Bonjour Delphine. Voilà pour aujourd'hui. Merci, alors qu'est-ce qu'on attend? Ici, c'est l'entrée. Oui. Des concombres et des tomates. En plat, on a le bœuf bourguignon, les pommes de terre arrivent tout de suite. Tout à l'heure, ouais. Et en dessert, des pommes. De la sauce vinaigrette. Tu en as encore? Tu en as plus? Je vais t'en ramener. La cantine, c'est nous aussi. Voilà. En début d'année, ils nous ont sollicité et on a répondu positivement. C'est un très chouette projet d'avoir une cantine en plus, de pouvoir fournir des repas sains, équilibrés et puis surtout adaptés à l'enfant. C'est quelque chose qui nous motivait bien et donc et ça se passe super bien. Je pense que les enfants sont très contents. J'ai envie de manger à la cantine, c'est chouette. Vraiment. En plus, on a des produits de qualité et on sait ce qu'on mange, donc c'est que du bonheur. Et je n'ai pas besoin de sauce. C'est pas du vinaigrette. Tous les midis, les élèves dégustent une version retravaillée du plat du jour du restaurant. Du coup, les enfants de Delphine et Yann sont devenus les coqueluches de l'école. Oui, c'est trop cool. S'il te plaît. Il y a quasiment la moitié de la classe qui vient nous dire à Léon et moi que c'est bon les desserts et tout ça. Et aussi le repas. Tu peux aller poser ton sac et venir avec nous, s'il te plaît? Tic-tac, tic-tac. Après le déjeuner, c'est dans le jardin transformé en cours d'école que la classe se poursuit. Au programme, un cours de botanique. Ouais, super héros. Je vous laisse continuer avec celui-là. On a plus d'élèves cette année, donc du coup, faute de place, on abandonne les carrés individuels. On va tester, en fait, le potager partagé. Chacun pourra, de toute façon, sur le même système, venir participer à la mise en place des semis, mais on teste autre chose. Et on peut aider, ben voilà, par exemple, Noan, il a commencé. Parce que mon papa est maraîcher, il m'a appris. Super! On l'a eu, je crois. Bientôt, le père de cet élève viendra les aider à créer le nouveau potager. C'est ce type de projet qui pérennise l'école. On y voit plus clair de suite, hein? Quand j'ai ouvert l'école en 2015, j'avais franchement peur que ça ne prenne pas parce que c'était quand même un sacré pari d'ouvrir une école dans un petit village comme ça. C'était un petit peu culotté, mais moi je suis ravie que ça marche. Qui c'est qui va la faire rougir, cette tomate? Moi! Les petits nains, vous voulez la rougir? Ah, c'est bien passé la journée? Qu'est-ce que t'as mangé? Du bœuf bourguignon. Du bœuf bourguignon? T'as mangé ça, toi? Oui. Ouais, c'était bon? T'as de la chance. Il y en a qui ont de la chance de manger resto tous les midis. Parmi les familles attirées par l'école, les parents de Noan, qui viennent de s'installer au village. Tu as jardiné? Ah bah ça, tu sais faire. Nous, on arrive du Morbihan, donc de Bretagne. Notre chère Bretagne, qu'on a quitté parce qu'on a une activité maraîchère dans le bio, donc... Bonjour. Bonjour. Donc nous voilà arrivés en Dordogne, à Saint-Pierre-de-Frugy. On ira
certainement... Eux aussi veulent participer à la dynamique de ce village, où les initiatives des uns profitent à tous. Leur projet, c'est ici, en bordure de l'étang, qu'ils ont commencé à le réaliser. Tu mets bien au milieu, comme ça je vais étaler de chaque côté. Ils travaillent sur la petite parcelle de terre que leur loue la mairie. Là, on est en train de mettre du compost sur les premières plates-bandes qu'on prépare. Compost qui va continuer à se décomposer pendant l'hiver pour les légumes au printemps prochain. Après, on va rajouter de l'herbe et du foin par-dessus. Et puis comme ça, on aura un bon équilibre carbone-azote pour faire pousser nos légumes. On veut faire du circuit court parce qu'on veut faire du légume naturel. Donc pour faire du légume naturel, s'il doit traverser la moitié de la planète, il n'a plus grand-chose de naturel. On aurait une empreinte carbone très importante. Et pour du maraîchage sur une micro-surface comme ça deviendrait complètement ridicule. Donc voilà, le principe d'une micro-ferme maraîchère, c'est surtout de nourrir la population environnante, quoi. Ophélie n'a pas toujours été agricultrice. Elle s'est reconvertie après avoir été assistante de direction pendant 10 ans. Elle imagine déjà son propre espace dans le bas de la parcelle. C'est une zone où on va cultiver en rond, où je vais avoir mes plantes aromatiques et médicinales spécifiquement. Voilà, donc là, on va dire que ce sera ma zone. Bon, je vais travailler sur toutes les zones, hein, mais ici, ce sera mon petit cocon. On nous autorise à prendre l'eau de l'étang, donc qui est bien sûr assez renouvelée par les sources environnantes. Hein. Et ici, il y a vraiment une dynamique qui nous permet effectivement de créer notre projet. Et en plus, on travaille en famille, ouais. Ça occupe le petit, ça nous donne un petit coup de main. Et on fait sa formation en même temps. Un petit peu avant le printemps, on aura beaucoup de poireaux, des salades, des épinards, des petits pois, des choses comme ça, quoi. Ça y est, la première plate-bande est terminée. La première d'une longue série. Le paillage est fini pour aujourd'hui, mais il reste beaucoup à faire. Ce soir, ils emménagent enfin à l'autre bout du village, dans la maison qu'ils finissent de restaurer. Voilà nos derniers cartons qu'on envoie dans la maison. Voilà notre petite maison, toute petite maison, avec la petite cuisine. La cuisine, donc, qui est ici, c'est la pièce de vie principale, hein. On a la future entrée pour aller à l'extension. On a notre cuisinière à bois qui va nous servir à faire à manger l'hiver et à se chauffer. Donc c'est vraiment tout petit, un studio, quoi. Un studio, mais bon, on n'est que 3, donc on n'a pas besoin de beaucoup plus de place, quoi. Ça représente la dernière maison qu'on fera, parce que c'est la 3e, et que du coup, voilà, on avait toujours voulu bouger. Maintenant, on a bougé, on a fait notre petite maison. Donc c'est le départ, quoi. C'est un nouveau départ. Le matin, là, il fait 5 degrés. Donc si on ne chauffe pas la maison en pierre tout de suite, après, elle va se refroidir. Et puis pour l'hiver, ça va être compliqué de la réchauffer. Puis c'est surtout qu'on aime bien avoir chaud. Et puis on était pendant 2 mois dans la caravane. Donc on est content de pouvoir faire notre petit feu maintenant. Avant l'arrivée de l'automne, Frédéric doit aussi finir le toit de leur maison. C'est un peu la touche finale, c'est ce qui va faire que ça ressemble à une maison et pas à un chantier. Il était menuisier avant de devenir maraîcher. Il souhaite conserver l'architecture traditionnelle périgourdine. Le toit, ici, il les faisait beaucoup en arrondi sur la fin, comme ça. Donc la difficulté, c'est de réussir à faire prendre la forme au lito. Donc parce que je tape un peu dans le vide pour l'instant. Ils avaient des raisons de les faire comme ça, les toits, hein, pour évacuer l'eau, les neiges et tout ça. Donc du coup, dans le respect de l'authentique. Là, en l'occurrence, il paraît qu'on a une des plus belles vues de la commune, donc c'est super. C'est assez classe, hein, c'est pour ça qu'on est venu là, de toute façon, donc que de la forêt à perte de vue. C'est beau, c'est magnifique. Pour ça, on est très contents, ouais. Au même moment, dans la rue d'à côté, Yann arrive à son restaurant. Aujourd'hui a lieu la toute première soirée thématique. Eh bien, je suis allé chercher des moules au marché de Chalut, qui est un petit village à côté de Saint-Pierre-de-Frugy.
parce que ce soir c'est la fête nationale belge et donc on fait une soirée belge, une soirée moules frites, entre autres en plat principal. Et donc voilà, j'ai été chercher des moules qui ont été pêchés de la nuit. Ils sont très bons. Pour moi, c'est les meilleurs, les moules de Bouchot. Cette nuit, elles étaient encore sur les pieux. Hein. Sur les Bouchots, justement. Bonsoir. Salut Tito, ça va? Oui. Il n'est pas encore 20 h quand les clients se pressent déjà au restaurant. Vous avez réservé avec vous? Oui. D'accord, donc en fait vous êtes 5. D'accord, ok, ça va. Avec plus de 40 couverts, il va falloir pousser les murs. Tout le monde est venu pour le menu spécial de Yann. Oui, les pommes de terre d'ici vont très bien pour faire des bonnes frites. Et pour les frites, il a une technique bien à lui. Alors, c'est 2 cuissons. C'est une pré-cuisson dans la graisse de bœuf. Après, il y a plusieurs recettes, mais la mienne, c'est celle-là. Graisse de bœuf à 130 degrés, une première fois. Après, on les laisse refroidir. Et après, c'est simplement les plonger pas très longtemps. Là, plutôt à 170. 170, comme on dit en Belgique. 170. Ça donne des frites en même temps assez moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Là, c'est la petite touche belge à nouveau. C'est du vin de ma production du temps où j'habitais en Belgique. Et donc, il m'en reste quelques-unes et je me suis dit, ah, ça peut être sympa ça, pour les petites touches belges, la fête nationale. Oh là 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 là. Voilà les moules. Attention, c'est chaud. C'est très très important, c'est primordial. Ah bah, vous voyez bien ce soir dans l'illustration, quoi, tout le monde se retrouve, c'est vivant, quoi. C'est vrai que c'est sympa, c'est pas loin pour nous, ça nous permet de sortir. Les enfants ont copiné avec les leurs, je sais pas, il y a de la vie, et ça c'est important. Et puis les patrons sont très sympathiques, voilà, ils sont accueillants, c'est vrai qu'on est bien, et puis c'est bon. Un mois après sa réouverture, le restaurant est redevenu le lieu de convivialité de Saint-Pierre-de-Frugy. Pour la famille Ducatotasi, cette vie au village semble à la hauteur de leurs espoirs. Notre vie, elle a vraiment bien changé, oui. Voilà, avoir plus de temps, être beaucoup plus avec nos enfants, être plus en accord avec nos principes de vie. Ne plus être dans les bouchons, ça c'est vraiment un point extrêmement appréciable de notre nouvelle vie, c'est pouvoir être à vélo. Des choses simples, mais des choses vraies pour nous. C'est une vie simple, tranquille. On est heureux. Les gars, on est heureux? Ouais.